Rismo Congo pour Camos Productions, émission à voir pour tous ceux qui ne veulent savoir en fait c'est quoi la réalité du combat panafricain et des militants noirs de France. Suivez cette émission-là, vous serez servi. Camos de Nostradamus. C'est ça, s'occuper en tout cas, merci pour tes news, du monde. Il y a R. Hein. Tu sais comment ça se passe. Donc, Si. ce soir, nous rencontrons Rismo Congo. Exactement. C'est bien ça, attends. C'est ça. Check un peu ton micro. Là, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, Rismo Congo, bon, habituellement, on reçoit des rappeurs et tout ça. Ouais. Bon, là, on a eu de changer un peu, hein. Là, t'as décidé de prendre des militants. Ouais, voilà, prendre un peu des militants et tout ça. On a aussi qui est comme militant de toute façon. Il y a qui est Illuminati. Master X, ça compte. Ouais, Master X. Je sais pas si ça compte pas. C'est un militant. Là, c'est une colle que tu me donnes là. Là, c'est une colle. C'est-à-dire que je sais pas si je peux te mettre dans le. Il est dans la cause. Ouais, sur internet. Il est dans la cause. Sur internet seulement. Sur internet. Bah, je sais pas si c'est un homme de terrain, mais moi personnellement, je le vois pas vraiment en fait quand il y a des choses qui se font dans la communauté noire, tu vois. Ok. Après, c'est pas pour faire mauvaise langue, c'est-à-dire que c'est simplement militant en fait. C'est une manière aussi de vivre. Et je pense pas en fait qu'il a encore arrivé en fait à ce niveau de vie où tu te mobilises, tu vas sur le terrain, tu fais les choses et compagnie, et tu vas au contact, on va dire, des gens en fait, et pas simplement attendre qu'on te filme, que tu dises les choses. Moi, je suis un homme de terrain, tu vois. C'est militant. Gucci aussi, je pense que vous voyez de la même chose. À l'époque, je pense que Kémy Séba aussi, il était comme ça. C'est-à-dire qu'un militant de terrain, c'est ça être un militant. C'est quelqu'un qui est sur le terrain et qui rencontre des gens. C'est-à-dire que tu restes pas dans ton petit carcan et on te filme, après derrière tu diffuses et il y a vraiment un échange permanent avec la population. En gros, il faut quelques gardes à vue, quoi. Pas forcément. Bon, tous les militants ne finissent pas forcément en garde à vue, mais c'est sûr que t'as plus de chances en fait C'est ça. que les autres, oui. C'est vrai. Bah ouais. C'est ça. Donc, bon, le Rismo Congo. Ouais, frère. Pour les gens qui te connaissent pas et tout ça, tu peux te présenter ce que tu fais, ta cause et tout. Ça fait combien de temps que tu milites vraiment pour le nord de France, hein, si on peut dire ça. De Paris. Non, tu sais, moi je suis pas dans ces trucs-là, dans ces cases noires de France, de Paris, de je sais pas quoi, de province. Pour moi, en fait, c'est que du moment que t'es un Renois, tu vis ici, c'est qu'il y a une raison. Si nos parents, en fait, ont fait que nous ont amenés, ou certains sont nés ici, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que dans nos pays, à la base, ça allait mal. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés ici, je vais pas dire par accident, mais ça a été l'effet de l'histoire qui nous ont ramenés là. Non pas parce que nous le voulions, mais c'était plutôt par nécessité. Ce qui fait que j'estime, pour ma part, que si un Renois est en France, c'est qu'il a une mission. Sa mission, en fait, c'est pas en fait de dépérir. Oh, on a une mission. On a tous une mission telle que t'es là. Le fait que toi, tu fasses ton émission, ça te fait aussi, en fait, être un acteur de cette mission-là. Parce que tu diffuses un message. Après, maintenant, ça dépend, en fait, si ton message... Comment tu fais ta mission? T'as dit quoi? Comment tu fais ta mission? Bah, chacun, en fait, doit en avoir la capacité de définir, en fait, ce qu'il doit faire. Après, moi, personnellement, je sais pas, en fait, quelle est ton aspiration. Je pense que si tu as créé cette émission, c'est que dès le départ, en fait, t'avais un objectif. Tu te projetais, t'allais, en fait, quelque part. Pareil que pour moi, en fait, quand j'ai commencé mon militantisme, j'avais, en fait, directement, en fait, j'avais déjà, en fait, une projection de ce que je devais faire. C'est-à-dire que c'est à chacun, en fait, de trouver sa voie. Je pense qu'en fait, ceux qui sont dans les médias, ils ont peut-être un rôle à jouer. Ceux qui sont dans d'autres domaines, ils ont aussi, en fait, leur rôle à jouer. Chacun, en fait, a son rôle. Après, je pense que nous deux, on est peut-être pas dans la même dimension, mais le fait qu'en fait que tu sois un acteur, ça fait qu'on est des acteurs, en fait, chacun à notre manière. Tu diffuses certains messages, c'est-à-dire que soit au niveau du hip-hop ou au niveau d'autres nouvelles. Là, j'ai vu, vous avez fait des rubriques un peu hip-hop et compagnie. C'est une manière de diffuser des messages, mais moi, mon message à moi, il est peut-être plus porté, en fait, au niveau politique. C'est ça peut-être la différence. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on fait, en fait, c'est sur la politique. Même dans le rap, il y a de la politique. C'est ça, hein. Bien sûr, la politique, elle est partout, en fait. Donc, c'est quoi, t'as une association? J'ai une association, oui. Une structure? Jeunesse Consciente Congolaise, JCK en sigle. Donc, jeunesse Consciente Congolaise. Parce qu'en fait, quand je suis devenu militant, à la base, c'était pour la cause du Congo, les meurtres, les massacres à l'est du Congo, RDC. Pour l'accaparement des multinationales, du coltan, Colombie-Tontalite, pour ceux qui connaissent pas le terme, qui sert en fait à élaborer
qui est dans l'élaboration plutôt de nos téléphones portables et des appareils électroniques aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a fait devenir militant et de fil en aiguille, comme je suis avant tout, parce que quand on me voit, on voit pas que je suis un Congolais, on voit d'abord que je suis un Renois. De fil en aiguille, j'en suis venu en fait à devenir un militant panafricain. C'est-à-dire que je me bats en fait de manière générale pour la cause noire, peu importe de là où est-ce qu'on vient. Du moment qu'on est noir, c'est ma cause. Et si t'es métis, ta cause aussi? Certains métis sont considérés comme noirs, non? Pour le métis qui se considère comme noir, pour moi en fait c'est un frère. Pour celui qui se considère comme autre chose, c'est pas sa vie, tu vois. Mais moi je suis clair avec les gens, je suis pas quelqu'un qui fait semblant, tu vois. Voilà. Ok. Donc c'était créé il y a combien de temps ça? Mon association elle a été créée en 2011. 2011 hein? Ouais, ça fait la 8e année là, en 2019. Ok. Et moi j'ai commencé à devenir militant si je peux dire en 2010. Ok. Voilà. Donc depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, tout ça, quelles sont les actions que vous avez fait par rapport à votre association et tout ça? On a les plus grandes, hein. Les plus grandes actions, on a organisé, nous on est beaucoup en fait des militants de terrain, plus en termes de manifestation, on n'est pas dans une optique humanitaire, parce qu'il y a différents types d'associations. Nous on est vraiment plutôt en fait porté dans le combat politique, c'est-à-dire que organisation de manifestations, de conférences, colloques. On crée aussi des ateliers de travail sur les projets en fait qu'on a en fait par rapport au pays. Et il nous arrivait à plusieurs reprises en fait de récolter des fonds pour envoyer en fait aux gens qui militaient au pays, qui se faisaient en fait rafaler si je peux dire, par le gouvernement, et on a envoyé des fonds pour les aider soit à soigner, soit à pouvoir en fait subvenir aux petits besoins, tu vois. Ça a été ça. Ouais. Non, ça va. Mais j'ai vu aussi, toi tu fais pas partie des combattants. Si, je suis partie des combattants. T'es un combattant aussi? Ouais. Ok. J'étais un des premiers à avoir annulé les concerts, des Kofi, des JB et tout ça. On a plutôt bloqué, je crois, Werrason et JB. Et Fali Poupa plutôt. Et Héritier Watanabe pour la dernière qui s'est faite en 2017. Mais comment dirais-je? Mais eux, on va dire, les artistes et tout ça, on peut dire ils ont rien à voir. En fait, on a tous une responsabilité. Ils ont rien à voir, parce qu'on va dire... On a tous une responsabilité par rapport au Congo. Parce que tu sais, je veux dire une chose. Ce qu'on a reproché, ce que les gens, en fait, peut-être là où les gens se sont trompés, c'est qu'ils ne savaient pas, en fait, la raison pour laquelle on avait bloqué les musiciens. Les musiciens congolais, en fait, ont été bloqués en premier pour ce qu'on pourrait dire non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'on les considérait, en fait, comme pas des messages. Voilà, ils ne parlaient pas en fait des drames qui se passent au pays. Et c'était là en fait à longueur de temps en train de nous ambiancer, alors qu'en fait pendant ce temps-là on tuait des gens chez nous à longueur de temps. Il y avait le génocide qui se faisait à l'Est, il y a les pillages de nos matières premières. C'est-à-dire qu'en fait on nous fait danser du dombolo pendant qu'on tue des gens devant nous. Ce qui fait que nous, on les a en fait pris un peu comme des complices du génocide qui est en train de se faire au Congo. Ce qui fait que comme on a décidé en fait que les Congolais devaient avoir les yeux rivés sur leur pays d'origine, on l'a dit là maintenant c'est bon, depuis qu'on est tout petit, depuis des années on danse, ça nous a rien amené. Là aujourd'hui on va couper la musique, du moins on va pas vraiment couper la musique, mais on va couper en fait les prestations scéniques parce qu'on savait que ça allait interpeller les gens sur la cause du Congo. Ok, mais là tu nous as fait perdre vraiment beaucoup de cash hein. Énormément de cash. Ouais, effectivement. En plus, ça s'est répandu, tout ça, effet boule de neige. En Belgique et tout ça. Il y a même des rumeurs qui disent que ça a même causé en partie la mort de Papa Wemba. Parce que le gars était obligé de tourner et surtourner en Afrique. Parce qu'il n'y avait plus de cash à se faire en Europe. Si tu savais, c'est en Afrique qu'ils se font beaucoup plus d'argent qu'ici. Ce qu'on leur donne ici, limite, c'est des miettes par rapport à ce qu'ils mangent là-bas. Je peux te le dire. Ce qui fait que les gens, en fait, souvent, tu sais, je veux dire une chose. Tu vois, les Noirs qui vivent en Europe, ils ont souvent, en fait, une image idéalisée de l'Afrique. En imaginant, en fait, ce qu'on montre à la télévision, que l'Afrique est pauvre, en Afrique, il n'y a pas d'argent. Alors que, quand tu remarques bien, dès qu'il y a des présidentielles en France, tous les présidents français, par exemple, avant qu'il y ait une élection présidentielle, ils vont tous courir en Afrique. Pourquoi? Pour qu'on leur donne du cash. Donc, si on était si pauvre que ça, je pense pas que les Sarkozy, les Hollande, les Macron et compagnie, dès qu'ils seraient élus, la première chose qu'ils feraient, c'est aller en Afrique. Parce qu'en vérité, la vraie économie, la vraie monnaie, en fait, se trouve chez nous. Et non pas ici. Parce que si je pense que pour avoir ne serait-ce que 50 000 euros dans ce pays, c'est compliqué. Alors que chez nous,
des gens en fait qui arrivent à sortir des sommes, limite des millions de dollars en quelques mois, c'est faisable. Pourquoi ? Parce que chez nous, voilà, il y a la libre circulation déjà premièrement des biens. Et nos matières premières, c'est des biens, que ce soit au niveau minéral ou agricole. Tu prends les pays comme la Côte d'Ivoire qui produisent le café et le cacao, c'est des matières premières qui partent. Donc c'est-à-dire que c'est du cash qui rentre pour ces pays-là. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens qui font ce genre de commerce payent, si je peux dire, en liquide. Les biens en question. Ouais, mais comment dirais-je, mais tout ce qui se passe, on va dire, en Afrique et tout, est-ce que c'est pas vraiment notre faute à nous? En fait, qui nous, les Renois, on voit en fait, que c'est notre faute. Pourquoi? Parce qu'en d'autres fait, personnes qui se servent comme ça depuis des années, soit le gouvernement et nous-mêmes, les gens du peuple, en fait, ceux qui sont dessus, en fait, ils laissent faire. Si je dois répondre à ta question de manière objective, je te dirais en fait que les responsabilités en fait sont multiples. On a notre responsabilité à nous, c'est-à-dire que même les gens qui font partie de la société civile, la diaspora, les gouverneurs, ceux qui gouvernent le pays, et les autres, les acteurs politiques et autres. C'est-à-dire qu'on soit de l'opposition ou soit en fait ceux qui sont du régime en place, dans tous les cas en fait on a tous une responsabilité. Parce que tu prends on va dire le cas d'un pays comme le Congo. Ouais. Le Congo, on a un pays, bon, pour ceux qui connaissent, on est appelé ce qu'on appelle le scandale géologique. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il y a tellement de richesses dans ce pays que ça devient aberrant. Ils disent que c'est pas normal en fait que une terre soit aussi riche. C'est-à-dire que malgré qu'on a pillé depuis la colonisation par les Belges, après Mobutu aussi s'est servi entre temps, les multinationales continuent à se servir jusqu'à maintenant. Malgré ça, il y a toujours des matières premières à profusion. C'est-à-dire que pour eux, ils disent que ce pays-là, c'est un pays en fait qui est pas normal. Ce qui fait que quand tu as un pays avec autant de richesses, c'est-à-dire que c'est une bijouterie. C'est-à-dire que je sais pas, c'est comme si tu disais que tu étais chez toi, tu as un coffre-fort qui est ouvert où il y a des liasses de billets dedans. C'est normal que tout le monde va vouloir venir et pouvoir se servir. C'est-à-dire que ça attire les loups. Là où peut-être que je peux en fait décharger la communauté congolaise et ceux qui sont particulièrement au pays et dans la diaspora, c'est que les gens en fait n'étaient peut-être pas au fait de ce qui se passait réellement au pays. Les gens savaient que on nous a toujours dit que nos pays étaient riches, mais on ne mesurait pas réellement en fait la dimension même de notre richesse. Ce qui fait que quand tu n'es pas au courant, quand tu ne sais pas quelque chose, tu ne peux pas défendre ce que tu ne sais pas en fait. Ce qui fait que nous, voilà, on a vécu, moi, tu vois, j'ai grandi toute ma vie en France, ce qui fait que le bled, avant qu'il y ait un événement qui m'a fait tilt, je m'intéressais pas. Faut arrêter, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que je vivais ma vie comme tous les jeunes qui ont grandi en France. C'est-à-dire voilà, t'es dans tes trucs, mais tu penses jamais, on va dire, au pays, même à y retourner. C'est que le pays, tu le vois au loin, tu vois ce qui se passe, tu comprends pas vraiment, tu te dis, bon, dans nos bleds, c'est toujours le sbeul. Tu sais, c'est-à-dire que c'est souvent en fait de l'incompréhension parce qu'on ne s'intéresse pas. Et quand tu commences après à fuiner, à essayer de t'approcher un peu au plus près des problèmes pour comprendre en fait en réalité pour quelles raisons en fait nos pays sont systématiquement en fait des pays qui sont dans une pauvreté, si je peux dire, endémique. Tu commences à chercher, tu commences à comprendre et tu comprends en fait que derrière en fait c'est des systèmes qui sont mis en place pour nous maintenir dans la pauvreté. Et à partir de là, dès que tu commences à définir qui sont les responsables de cette pauvreté endémique, à partir de là en fait tu trouves des solutions. Mais pour quelqu'un en fait qui ne s'intéresse pas, c'est difficile. Le but en fait c'est d'abord de s'y intéresser. Parce qu'en t'y intéressant, tu te comprendras en fait en réalité quels sont les enjeux et qui a intérêt à nous maintenir en fait la tête sous l'eau. C'est ça en fait, parce qu'en vérité potentiellement nos pays sont tellement riches que si demain on devenait indépendant et libre, je pense en fait qu'on serait largement plus riche et plus puissant en fait que les pays occidentaux. Non mais c'est clair hein. Mais non, on connaît tout ça en 2019 et tout ça. Bien sûr. Donc malgré ça, on reste toujours menotté. Est-ce que tu penses que dans les années à venir et tout ça, les choses peuvent évoluer au Congo, bien même en Afrique et tout ça, sur tout le continent? Les choses en fait. Ou bien c'est pas une perdue. En fait, en réalité, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Ou bien on a déjà eu notre gloire. Je vais finir mon propos. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Est-ce qu'il y a 10 ans, tu aurais pu, par exemple, inviter un militant panafricain qui se bat pour la cause africaine dans ton émission? Je pense pas. Peut-être qu'à une certaine époque, tu te serais qu'intéressé au hip-hop, au rap,
à ce genre de sujet. Mais aujourd'hui, tu vois en fait qu'il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que même les personnes à la base qui ne sont pas politisées, aujourd'hui, s'intéressent à la question politique. Parce qu'on commence à regarder, on va dire, le monde tel qu'il est. On voit en fait qu'il y a des transformations, les choses évoluent. Et même le fait que, par l'actualité, le fait que par exemple on voit qu'il y a depuis des années des Africains qui essaient de traverser la Méditerranée pour se retrouver en Europe, pour pouvoir échapper, si je peux dire, à la dualité africaine, nous oblige, nous tous, même si on fait semblant de pas voir, on peut en fait se bander les yeux et dire que non, j'ai pas envie de le voir. Aujourd'hui, l'actualité fait que t'es obligé de voir. Il suffit simplement de prendre la voiture, se retrouver par exemple, je sais pas, bon, vous êtes de Lille, je sais pas s'il y a des gens qui sont postés au niveau des carrefours ou au niveau des entrées d'autoroute ou autre, mais sur l'île de France, sur Paris, t'en trouves partout. Il suffit d'aller à la porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, toutes ces portes-là pour voir qu'aujourd'hui, il y a des légions de personnes qui sont au bord des routes et qui ont quitté en fait le continent africain simplement pour venir ici parce qu'en imaginant qu'ils allaient peut-être en fait vivre une meilleure vie. C'est-à-dire que dans tous les cas, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la politique et l'actualité politique internationale nous rattrapent. C'est-à-dire que même la personne qui veut faire semblant aujourd'hui, elle est obligée de voir ce qui se passe. Limite, ça nous pète à la gueule, quoi. Ça te pète à la gueule, mais en fait, ça nous pète à la gueule. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a refusé de voir pendant un moment. Faut dire que, tu vois, pour les mecs qui ont grandi ici, on voulait pas être affilié à l'image en fait que l'Afrique renvoyait aujourd'hui, depuis un moment. C'est-à-dire que l'image de la pauvreté, l'image des guerres et compagnie, personne en fait n'avait envie d'être associé à cela. Ce qui fait que souvent, instinctivement, on faisait quoi ? On faisait un rejet. Ce qui fait que, c'est ça que tu vois que ici, j'ai déjà eu ce débat-là avec beaucoup de gens. Quand tu parles avec des jeunes qui ont grandi en France, la plupart du temps, ils ont honte en fait de définir leur identité. Ils ont honte, hein ? Bah bien sûr, la plupart du temps, quand tu vas demander à un Renoir, par exemple, je sais pas, de la street, tu vas dire, ah, t'es de quelle origine ? Ah, moi je suis français. Le mec, en fait, il a peur de dire que je suis d'origine congolaise, je suis d'origine malienne, je suis d'origine telle. Pourquoi ? Parce que l'Afrique avait une image qui était déplorable. Et en fait, elle était déplorable, non pas parce qu'en fait l'Afrique est déplorable, c'est parce que nous-mêmes, en fait, n'avons pas voulu en fait rehausser cette image-là. C'est comme aujourd'hui ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, en fait, il y en a qui se disent, ouais, mais pourquoi en fait tu te bats pour la communauté noire ? En France, il n'y a pas de communautarisme et compagnie. Ça, je dis ça, c'est un discours. Parce que dans les faits, le communautarisme existe. Parce qu'on essaie de faire croire en fait que le communautarisme n'est un fait que soit pour les Arabes ou soit pour les Noirs ou pour les Chinois, alors que les Blancs eux-mêmes sont communautaristes. Quand tu vois, par exemple, il y a des Bretons, des Normands ou des Alsaciens ou même des associations de Portugais. Moi, je sais que par exemple, en France, il y a plein de bars où il n'y a que des Portugais. C'est du communautarisme. Mais le problème, c'est qu'en France, il y a un discours en fait qui est distillé contre certaines populations. C'est-à-dire que on veut empêcher en fait que certaines populations, parce que quand on distille ce discours-là sur le communautarisme, dès qu'il y a un rassemblement de 5 Noirs, un exemple, c'est pour éviter en fait que ces populations-là puissent s'organiser. Parce qu'en réalité, dans la vie, si tu veux t'organiser, tu t'organises la plupart du temps avec les gens qui te ressemblent. Avec les tiens. Voilà, c'est que en ouvrant la chose, c'est qu'on évite en fait à ce que certaines populations puissent s'organiser. Parce que certaines élites de ce pays n'ont peut-être pas intérêt que demain on puisse s'organiser. Parce que si on s'organise à partir d'ici, peut-être qu'on pourra récupérer demain nos pays d'origine. Ce qui fait qu'en nous maintenant désorganisés, ce qui veut dire faibles, on nous maintient aussi d'un côté la tête sous l'eau. Ce qui fait que le discours que tu entends en fait contre le communautarisme et compagnie, c'est aussi un moyen pour nous désorganiser. Et ça, en fait, beaucoup de gens en fait n'arrivent pas à avoir cette lecture-là parce que malheureusement, ils ont peut-être pas les éléments en fait entre leurs mains pour comprendre comment si je peux dire, la stratégie, la géostratégie fonctionne. Ok. C'est ça. Mais est-ce qu'à ce temps-ci, on va dire, la communauté noire de France, à ce temps-ci, là, en 2019, depuis que tu as créé ton asso, tu vois un peu de l'évolution, que voilà, les Noirs commencent à s'organiser et tout ça. Comment tu vois les choses ? Il y a de l'évolution ou bien... Franchement, je vais pas te mentir. Parce que malgré tout ça, même s'il y a de l'évolution, on a toujours du mal vraiment à bien se structurer en fait. Chacun a son petit truc et tout ça, toujours des histoires de jalousie, un peu de fierté. Mais alors qu'à la base, on doit avancer pour la même cause. D'accord. Je vais d'abord répondre à ton premier propos, après je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à la fin. Tu sais, au départ, quand j'avais commencé mon militantisme il y a près de 8 ans et demi, c'est vrai qu'au départ, je te mens pas, c'était compliqué. Compliqué. Les Renois, en fait, je sentais en fait qu'il y avait une envie,
Mais les gens en fait n'osaient pas faire le pas. Okay. Parce que on se disait peut-être que voilà, c'est soit la honte, ouais, je vais passer pour quelqu'un. Tu sais, souvent nous malheureusement quand on défend notre cause vis-à-vis des Noirs, on aime bien en fait nous mettre, on va dire, une étiquette de raciste. Ouais. Ah, il aime pas les autres, ceci, cela, pourquoi faire ça? Mais ici on est en France, ce que vous devez faire c'est au pays, c'est pas ici et compagnie. Parce que les gens en fait ne comprennent pas comment les choses se passent dans le monde, tu vois, de manière générale. Après, pour en revenir à ce que tu disais à la fin, c'était, si je me trompe pas, tu disais quoi déjà? Qu'est-ce que je disais? Je disais en 2019, voilà, il y a beaucoup de jalousie. Ah, tu disais qu'il y a des gens allaient. Oui. Voilà, chacun a son propre clan et tout ça. Par exemple, toi, t'as ton équipe, l'autre a son équipe, mais pour des histoires de fierté et tout ça, il n'y a pas d'association. Si, en fait, non, là, les gens, en fait, là-dessus, ils se trompent complètement, tu vois. Je te bats te mentir, ceux qui sont vraiment, en fait, dans le combat, dans le militantisme et qui sont sur le terrain, tu sais, quand t'es sur le terrain, tu peux pas avoir ce genre d'état d'esprit. Parce que tu comprends, en fait, quand t'es sur le terrain, bah, quand tu te retrouves, je sais pas, face à 300 CRS, tu comprends, en fait, qu'une équipe de 20 ou 30 personnes ne peuvent rien faire face à 300 CRS. Ce qui fait que t'es obligé de t'unir avec les autres. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Les gens, là où les gens se trompent en disant, en fait, que chacun fait les choses de son côté, il faut savoir, en fait, que des fois, il y a des causes sur lesquelles, en fait, on sait se réunir. Il y a des causes sur lesquelles, par exemple, tu prends la cause de l'esclavage en Libye, par exemple. Tous les gens s'étaient réunis, peu importe de la couleur et compagnie. Les gens s'étaient réunis par rapport à cette cause-là pour te dire qu'on est capable, en fait, de s'unir sur des causes. Okay. Mais maintenant, malheureusement, tu sais, nous, les Renois, c'est peut-être qu'on a une éducation peut-être maintenant qu'il faut revoir. On a appris, on va dire, à se méfier les uns des autres. On se regarde, en fait, en chien de faïence. C'est-à-dire que tu vois, dès que tu vois un Renois que tu ne connais pas, au début, en fait, il y a un peu de crainte, tu le regardes, tu te dis, attends, ce Renoir-là, il est chelou, il me regarde chelou, peut-être qu'il veut s'embrouiller. Tu vois, on nous a mis ça dans la tête, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Renois se voient tellement comme des ennemis que quand tu vas, en fait, les intégrer, même des fois dans des structures militantes, tellement ils ont gardé, en fait, ce logiciel dans leur tête, c'est compliqué, en fait, de sortir de ce carcan. Mais maintenant, c'est quoi ? C'est quand tu deviens en fait militant, c'est que dans ta tête en fait tu veux révolutionner les choses. Et quand tu veux révolutionner, la première base de la révolution c'est quoi ? C'est d'abord te changer toi-même, c'est-à-dire que la perception que tu as des autres, des tiens et de l'environnement qui t'entoure. Une fois que tu arrives à faire ça, normalement ça ne devient plus un problème. Mais malheureusement tu sais, même quand tu fais des efforts, il y a malheureusement des gens en fait qui ne veulent pas forcément que les choses avancent, tu vois. Ah, c'est clair, il y a beaucoup de travail hein, parce que même en France... soit politiquement, bien niveau économie, on pèse pas. On pèse pas du tout, c'est pour ça que, on va dire, des autres communautés, ils nous prennent pas au sérieux. Et ça fait que maintenant, quand il y a des personnes qui nous traitent sur des grandes ondes et tout ça, ça passe. Mais tu sais, on a un côté aussi, pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'organiser de manière structurée, nous les Renois de manière générale. C'est que les Renois, en fait, en vérité, on est un peuple. Tu sais, quand tu vois un Renoir, il est solide, tu vois. D'apparence physique. Par exemple, toi, je te vois, Renoir costaud, direct qu'on te voit, on dit ah, ce Renoir-là, je vais aller chercher des noises. Mais le problème, c'est que physiquement, on est solide, mais psychologiquement, on est faible. C'est-à-dire que, à la moindre vexation, un Renoir, par exemple, qui commence une œuvre militante ou il se met en groupe avec des gens, il va entendre que l'autre, il a parlé sur lui. Ah, mais il a parlé sur moi, donc en fait, je les boycotte et compagnie. C'est-à-dire que, on sait pas, en fait, des fois, dépasser les choses, en fait, qui sont simplement pour notre personne. Tu vois, quand tu es dans une cause, moi je le dis quand je suis militant, un militant en fait doit se définir comme un militaire. Tu sais qu'un militaire, tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne doit pas en fait lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'il peut se manger des salves d'attaque, il peut lui arriver diverses choses. Tant que sa mission n'est pas accomplie, il restera. Alors que le problème c'est que les Renois qui rentrent dans ce genre de mouvement la plupart du temps, ne sont pas en fait dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que eux ils imaginent en fait que c'est comme je sais pas, t'es dans la street, tu t'embrouilles avec un mec, vas-y je me barre et c'est pas comme ça. Le militantisme en fait tu dois avoir un code de conduite. Si tu n'as pas de code de conduite, malheureusement tu ne feras pas long feu. C'est vrai que la plupart du temps en fait les gens qui rentrent dans des futilités, malheureusement c'est pas par manque de conduite et ils ne savent pas en fait quelle attitude adopter face au leur. Et comme je le dis, tu vois, c'est qu'il y a plein de choses qui nous entravent des fois la route, c'est-à-dire que le comportement de certains Renois, c'est-à-dire que même dans le militantisme, tu vas voir en fait, il y en a qui vont vouloir, ils vont croire en fait que t'es dans la street, alors qu'en fait là, les codes qui sont propres au militantisme en fait sont différents. Tu peux en fait faire intégrer
les codes de la street dans le militantisme, mais tu ne peux pas en fait complètement les incorporer. Parce qu'en fait là tu rentres dans un nouvel idéal, ce qui fait que ton ancienne perception que tu pouvais avoir de la vie, tu ne dois pas en fait l'intégrer à l'intérieur de ce que tu fais. Et ça des fois en fait certains en fait ont du mal à faire la différence avec ça. Ok. Mais dis-moi, est-ce que c'est pas dit aussi qu'on n'arrive pas vraiment à s'unir par rapport aussi à la religion? Parce que il y a des Renois qui sont musulmans, il y a des Renois qui sont chrétiens. Après, il y a aussi des Renois qui font aussi des ancêtres. Donc maintenant, les musulmans et le Renois chrétien, même s'il y a une cause, mais comme il est chrétien, bah, ils vont pas trop le suivre. Et tandis que d'autres communautés et tout ça, ils ont de la force, parce que voilà, ils ont aussi leur religion, ça bouge pas en fait. Hein. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Comment tu vois les choses? Avant, j'avais, si je peux dire, j'avais un peu cet état d'esprit en disant que effectivement la religion est un gros frein, est une grosse barrière. C'est un fait, on peut pas le nier. Mais maintenant, le problème, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que si les Renois en fait se mettaient dans la tête qu'ils avaient une mission, ce problème-là en réalité dû à la religion, à la spiritualité, on pourrait le mettre de côté. Mais sauf que le problème en fait, les Renois qui sont en France ne savent pas où est-ce qu'ils sont. Ce qui fait comme ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont, ils ne pourront pas en fait définir où est-ce qu'ils doivent aller. Tu vois, le problème il est là. Parce que tu dois d'abord savoir où est-ce que tu es pour savoir où est-ce que tu vas aller. Mais le problème c'est que tu as des Renois qui ne savent pas déjà premièrement leur identité en tant que Renois, en tant qu'Africains dans cette terre. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu le vois avec les Renois... Il y en a qui se définissent de différentes identités. Il y en a qui vont se dire moi avant d'être Renois je suis musulman, moi avant d'être Renois je suis français, moi avant d'être Renois je suis chrétien. Et qu'est-ce que tu penses de ces Renois là? C'est simplement en fait des Renois qui sont en perte de repère pour moi. Parce qu'en fait en réalité je vais te le dire, hein, quand tu vas marcher dans la rue, on verra jamais en fait dans ta tête que t'es musulman. On verra d'abord avant tout un Renois. On verra pas que t'es chrétien. On verra pas que t'es français. On verra pas tout ce genre de choses. Quand on voit un noir, je te dis, tu mets un chinois, tu mets un blanc, tu mets un rebeu, ils voient un Renoir dans la rue. Avant tout, avant de définir de quelle religion il est, avant de définir de quelle identité il est, ils voient d'abord un Renoir. Ça on l'avait avec Koulibaly. Hein. Quand Koulibaly a carnané le Pierre Cachard là, les Renois on les regardait tous pareil. Hein. Tous on n'a pas cherché à savoir s'il était mousse ou pas. Hein. Non, pas du tout. Et ça je dis, tu vois, ça c'est des questions secondaires. Et souvent en fait on aime bien en fait nous enfermer dans ce genre de questions. Souvent en fait on aime nous enfermer dans ce genre de questions pour ne pas en fait définir après en fait d'autres priorités. Tu vois un peu. Des fois en fait on sait pas réellement en fait définir les vraies priorités dans une communauté. Quand tu remarques en fait les débats aujourd'hui, je sais pas, quand tu remarques on va dire les débats qu'il y a dans la communauté de manière générale, souvent en fait c'est pas des débats qui nous permettent en fait de nous projeter dans un futur à court ou à moyen terme. Souvent en fait on est souvent dans du court terme, plutôt je veux dire du long terme. On est souvent dans du court terme, c'est-à-dire que le Renois c'est quoi? Il va voir peut-être dans les 3 à 4 ans qui vont venir, qu'est-ce que je veux faire. Alors qu'en fait quand tu te définis en tant que communauté, en tant que peuple, tu te définis en fait un objectif à avoir dans le moyen terme, c'est-à-dire dans 15 ans ce que je dois faire. Mes enfants, comment est-ce qu'ils vont grandir? Ok, aujourd'hui je suis en France par exemple, comment est-ce que ma communauté a vie? Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants aujourd'hui? Nous on est une génération qui avons été, si je peux dire, déracinés, premièrement. Parce que quand tu vis 30 ans, 35 ans à l'extérieur d'un pays, de ton pays d'origine, t'es déjà déraciné. C'est ça qui fait que quand on se trouve au bled, souvent les gens qui sont au bled, bah ils nous voient comme des blancs. Pourquoi? Parce que tu n'es plus comme eux. Ce qui fait que déjà t'as cette perte d'identité déjà, le fait de vivre dans un pays étranger. Après en plus, on accentue ça avec des identités factices, si je peux dire. En nous prétextant ou en nous mettant des identités en disant ouais non mais parce que t'es né à Paris, du style t'es français. Moi je sais pas, si je vois un Chinois, peu importe dans le pays dans lequel il est, je vois un Chinois qui est aux États-Unis, un Chinois qui est en Afrique du Sud, je verrai que c'est un Chinois. Un Chinois qui est né en Afrique du Sud, je dirais pas ouais c'est un Sud-Africain. Je verrai un Chinois. Mais le problème c'est que nous on a réussi à nous faire croire à ceux qui sont nés ici, parce que le fait que t'es né en France, bah ça te fait toi en fait ipso facto un Français. Non, pour moi quand je vois un Français, un vrai Français, pour moi c'est un blanc. Un Renois, tu peux avoir une pièce d'identité qui est une pièce administrative, ça ne fait pas de toi en fait un Français. C'est-à-dire qu'il y a une identité, pour moi, génétique et culturelle. C'est ça être français. Ça va, pour moi, les deux vont ensemble.
Il n'y a pas que l'identité culturelle, mais aussi il y a les gènes. C'est-à-dire que moi, si je tombe face à un groupe de Français, je sais pas, en Normandie, ils vont, même si je suis français, ils vont dire, ils vont me voir, ils vont me regarder, ouais, mais vous êtes de quelle origine? Si on me demande l'origine, c'est-à-dire qu'on ne me considère pas déjà dès le départ comme français. Ce qui fait que le Renoir qui rentre cette idée-là dans sa tête, c'est qu'en réalité, il est en perte d'identité. Et c'est ça, en fait, le fait de rappeler ça. Des fois, en fait, tu passes pour quelqu'un, entre guillemets, un extrémiste ou autre, alors qu'en fait, tu relates juste les faits et la réalité. Camos de Nostradamus.